aime pas, moi, les Anglais. Vous les aimez, vous, les Anglais? Ben oui. Ah, moi, je les aime pas. Je veux tout apprendre avec le français. We are in France. We speak French. Vous les aimez, vous, les Anglais? Moi, je les aime pas, les Anglais. Alors, je vais le doubler, je vais le tripler. Ça, c'était Rabbi Jacob, et après, c'était les grandes vacances. La langue française se meurt-elle? On pouvait légitimement se poser la question quand la France est devenue la Start-up Nation, et encore plus aujourd'hui. La question se pose d'autant plus lorsqu'on regarde dans l'Express de cette semaine le classement des écoles de commerce, enfin... Des écoles de commerce, c'était avant, puisqu'il faut désormais parler de business school, puisqu'elles sont nombreuses à s'être ainsi rebaptisées. Le plus drôle, l'école supérieure de commerce de Dijon est devenue la Burgundy School of Business et l'ESC3, Subdeco 3, est devenue la South Champagne Business School. Ça ne s'invente pas. Conclusion, vous boirez peut-être du Burgundy Wine ou du Champagne plutôt que du vin de Bourgogne ou du Champagne pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. D'où notre premier débat. Faut-il en finir avec l'anglicisation de la France? Eh bien, vous êtes 89,9% à dire oui. Avec nous, Julien Barret, linguiste, auteur de Tu parles bien la France, essai sur la langue française d'aujourd'hui, publié à l'Harmattan, et l'Atelier oratoire, publié chez First. Julien Barret, bonsoir. Bonsoir Philippe David. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la Burgundy School of Business et la South Champagne Business School, est-ce que c'est pas devenu grotesque à ce niveau? La question telle que la question fermée, je peux dire oui ou non, mais j'espère que le débat qu'on va avoir va permettre d'élargir et de mettre en perspective un tout petit peu toutes ces questions, peut-être d'américanisation plutôt que d'anglicisation de la France. Oui, mais c'est la langue anglaise, donc c'est pour ça que j'ai mis l'anglicisation. Mais là, vous êtes dans une réflexion intéressante qui concerne, je pense aussi, la Startup Nation, l'idéologie managériale, et la langue impliquant une manière de penser. On peut se demander en quoi notre façon de vivre ou de penser peut évoluer si on change la langue, et en particulier si on pense en termes de management, de coaching, ou si l'économie devient exclusivement anglo-américaine. Je me donne la parole à The President des vraies voix, Philippe Bilger. Je crains d'avoir une réflexion très fermée. C'est le moins qu'on peut dire. Donc c'est very close. C'est-à-dire, au fond... Sud Radio est amené à poser des questions obligatoires auxquelles malheureusement la réponse à chaque fois est inévitable. Moi je considère que c'est une France et une langue qui partent à la dérive. Alors pour quelles raisons? D'abord, je crois profondément que la culture quotidienne, l'usage de la langue sont en délitement, premier point. Deuxième point, je me demande s'il n'y a pas une forme, comme l'a dit notre invité, si j'ai bien saisi, Julien Barret. Il l'appelait pas comme ça, de snobisme collectif qui s'imprègne d'efficacité commerciale pour user d'une langue et d'expressions qui ne sont naturellement pas les nôtres. Troisième élément, je crois aussi que une langue, et pardon pour la banalité, son importance et son pouvoir sont le reflet de ce que le pouvoir représente. Et je crains encore une fois, que la France, et parfois avec la complaisance de ses dirigeants, aille dans un sens qui ne va pas dans la sauvegarde de sa langue, mais dans sa destruction. Julien Barret. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Philippe Bilger qui sont intéressantes. La première chose que je voudrais dire, bien que je pense qu'on soit globalement tous d'accord pour pointer le côté absurde de certaines nouvelles dénominations d'écoles, mais le fait que la langue foute le camp, qu'il y ait une déliquescence ou une dégénérescence du français, en fait, c'est une réflexion qui est consubstantielle à la langue française même. Et depuis Louis XIV, on a ce type de réflexion. Ensuite, si on considère l'absurdité ou le côté grotesque de certaines dénominations, c'est effectivement un constat qu'on peut partager. Par exemple, il y a des fusions d'écoles qui ont donné naissance à Schema, Kedge ou Neoma. Oui. Et je lisais un article que vous avez dû lire d'une éditorialiste anglaise qui disait qu'on devrait à ce compte-là tous devenir consultants en création de noms d'écoles de com. Et puisqu'il a été fait question de snobisme,
dans La recherche du temps perdu de Marcel Proust, beaucoup d'anglicismes, notamment de la part de Odette de Crécy, qui... Ah bah c'est logique, Crécy, c'est une victoire des Anglais sur les Français, alors c'est pas surprenant qu'elle se soit vendue aux vainqueurs, excusez-moi. Je cite quelques expressions anglicisées, quelques emprunts, quelques snobismes de Odette, qui veut qu'elle soit ramenée à son home, qui parle de son cab, et qui dit que ce n'est pas smart, qui parle de my love en parlant de Swan, et surtout cette phrase marrante, vous savez, je ne suis pas fishing for compliments. Bah, fishing for compliments, c'était le début du débat. Your turn, C'est dans Céline la Pina. recherche, vous pouvez vérifier. Eh bien, On vous fait confiance. Vous avez raison. en fait, si les Français s'inquiètent autant de l'anglicisation de leur langue, c'est parce qu'on associe la langue avec le rayonnement culturel. Autrement dit, on vit l'anglicisation comme étant finalement le signe d'un déclin, et on l'analyse aussi beaucoup sous l'angle du déclin. Et donc les inquiétudes derrière, c'est ce petit pays, parce que la France, les gens qui parlent français restent minoritaires dans le monde, avait un impact grâce à sa langue beaucoup plus important que son poids démographique réel. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un empire, il y avait toute une zone francophone. Cette zone francophone existe toujours. Il ne faut pas oublier que, notamment en Afrique, il y a énormément de Il y a plus de francophones peuples. en Afrique qu'en Europe maintenant. Oui, il y a énormément de peuples qui parlent français. Mais alors que le français a disparu en Asie, notamment dans l'ex-péninsule indochinoise. Tout à fait. Et on a eu un deuxième choc qui était dans les institutions européennes. L'anglais et l'Angleterre maintenant est parti, et pourtant l'anglais, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de diversité de langue très importante. Dans les institutions européennes, on s'exprime le plus souvent en anglais. Et aujourd'hui, il y a tout un débat parce que le français, et je crois que c'est même l'allemand qui est le plus parlé d'ailleurs, sont des langues qui devraient être remises au goût du jour. Et une dernière notion de notre perte d'influence, c'est tout ce qui est dans les Balkans. Notamment, le français rayonnait énormément en Roumanie, par exemple. Bah, les études de médecine se font en roumain pour les 5 premières années, je crois. Mais ça explique aussi pourquoi autant de Roumains sont venus en France. Et de Français sont partis en Roumanie faire leurs études. Dans les pays de l'Est, la place du français est en train de dégringoler aussi. Donc il y a dans notre rapport à la langue aussi ce sentiment de passer finalement d'une civilisation rayonnante et dominante à une civilisation plus périphérique, et le fait aussi que ça parle peut-être d'un déclin culturel, puisque aujourd'hui quand on rayonne à l'étranger, c'est par le biais notamment des études littéraires, et ceux qui brillent au firmament sont des auteurs largement enterrés, et on a beaucoup de mal, que ce soit en philosophie ou en littérature, à avoir de nouvelles personnes qui assurent ce rayonnement-là. Julien Barret. Oui, vous avez parlé de la francophonie, c'est intéressant, puisqu'il y aurait en 2018, selon les chiffres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, 300 millions de francophones, et avec la croissance démographique de l'Afrique, on peut imaginer, c'est des spéculations, en 2050 qu'il y en aurait 820 millions. Mais ça reste, semble-t-il, la 5e langue parlée dans le monde, après le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Mais la deuxième la plus parlée en nombre de pays. Oui, et c'est pas le cas en nombre de locuteurs. Alors, locuteur, je sais pas, mais en nombre de pays, le record c'est l'anglais, je crois 40 pays, la française c'est 30 et quelques pays, et l'espagnol c'est un peu 22, je crois. Non, je vous parle en nombre de locuteurs dans le monde. C'est toujours difficile d'avoir des certitudes à cet égard, mais ce serait la 5e langue la plus parlée. Et du point de vue de sa morphologie, le français, c'est une langue qui est vivante, qui est forte, et elle intègre effectivement pas mal de mots américains, mais vous savez, à la Renaissance, il y a 8000 mots italiens qui sont arrivés en français, à l'époque de Ronsard, de la Pléiade, de Du Bellay, des traités qui explicitaient qu'est-ce que devait être la langue française et en quoi elle devait s'inspirer du latin, du grec, et peut-être de l'italien aussi pour être une langue forte. À ce moment-là, il y a 8000 mots à peu près italiens qui sont arrivés, et c'était déjà une grande inquiétude. On a toujours de l'inquiétude à avoir des mots intégrés le français, mais le français a une morphologie, une grammaire, une orthographe qui permet d'intégrer ces apports étrangers, et je pense que c'est une langue qui est puissante et vivante. Pour réagir en italien, ça va changer. A lei, signora Audugé. Oui, alors, bon, moi, je partage tout à fait l'avis de Philippe Bilger, à 100%. SOS Éducation a
a fait un dossier d'analyse justement pour s'opposer à l'écriture inclusive, évidemment à l'école, mais également dans toutes les institutions publiques. Je pense que la langue française est une langue absolument magnifique, effectivement, qui est très parlée dans le monde. C'est aussi toute l'histoire et toute la culture française qui est portée par notre langue. Je pense qu'on doit tous la protéger, tous l'enseigner. La perte de la maîtrise de la langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, à l'école en fait, pour beaucoup en fait, est quand même un drame absolu. Je ne pense pas que ce soit un modèle de voir comment les Anglais ont perdu la maîtrise de la langue anglaise, la langue anglaise littéraire. Oui, maintenant c'est du globish. Absolument. Et effectivement, on a de nombreux spécialistes qui essayent de ramener dans la connaissance culturelle et nationale de l'Angleterre tout ce que portait la littérature anglaise, la finesse dans le propos, l'humour. Je pense qu'on a quand même, à travers la langue française et tous les auteurs qui ont fait le rayonnement de la France dans le monde depuis toujours, quelque chose à protéger, à transmettre, à préserver. Moi, je suis tout à fait opposée à cette américanisation. Je pense que c'est effectivement le terme. Ça va avec, évidemment, le Yale récent avec le dictionnaire du Robert en est un exemple frappant et bien triste. Et je dirais qu'on a aussi toute cette infiltration woke qui vient de l'américanisation et qui, à mon avis, contribue à tout ça. Julien Barret. Il me semble que le problème de l'écriture inclusive est encore différent et ne relève pas de l'américanisation. Si je m'en tiens aux mots, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle « Les nouveaux mots du dico » l'année dernière chez First. Donc j'ai analysé depuis une vingtaine d'années, il y a 7 ou 8 000 mots qui ont intégré le Robert et le Larousse, en gros, et j'en ai pris une centaine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mots anglais, mais il y a des mots qui font des allers-retours entre l'anglais et le français. Alors je rappelle quand même qu'à l'occasion de Guillaume le Conquérant de 1166. 1066, absolument. 1066, pardon, la conquête normande de l'Angleterre. Il y a quand même eu environ une moitié ou peut-être 2/3 des termes, puisque c'était la langue officielle de l'administration, le français, de termes français qui ont intégré l'anglais à cette époque. Oui, Dieu est mon droit en français et d'ailleurs la devise est celui de la jarretière au niçois qui mal y pense. Voilà. Le mot performance, par exemple, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui m'intéresse, parce que ça m'intéresse par ailleurs, la performance poétique ou toutes les performances en scène. Ce mot vient à la fois de l'ancien français, du latin, performare, de l'ancien français, performer. Ensuite, il est allé, j'imagine, par le biais de 1066 et de Guillaume le Conquérant en Angleterre, et il est devenu to perform, performance, et on l'a récupéré. Il y a redingote qui vient de riding coat, il y a challenge qui est en fait un ancien mot de français, et il y a beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Angleterre. Philippe Bilger veut réagir. Vous avez parlé de First Edition, lui c'est vraiment The First True Voice. Julien Barret, j'ai trouvé très pertinente votre comparaison tout à l'heure qui vantait l'apport italien dans au moment où notre langue se construit, s'amplifie et prend de la vigueur. Mais précisément, il me semble, et je le dis avec précaution, que aujourd'hui, lorsqu'une langue est ou se sent en péril, naturellement, les apports étrangers apparaissent plus comme des volontés d'étouffement et d'appropriation que comme, en quelque sorte, une richesse. J'ai trouvé votre comparaison très intéressante sur le plan intellectuel. Julien Barret, et on part au 0826 300 300. C'est une comparaison intéressante, effectivement, mais vous avez peut-être le sentiment qu'elle est en péril, moi je ne l'ai pas aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est qu'elle était beaucoup plus incertaine sur ses bases, cette langue française, à la sortie du Moyen-Âge, et au moment où on sort du Bellay la Pléiade, qui s'appelait la Brigade au début, la Brigade, c'est guerrier, quoi, essayer de l'instaurer. Le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le constat, mais on est tous là pour défendre la langue française, et pour dire qu'effectivement, il faut l'enseigner, la faire partager
et en conserver les nuances pour que tout le monde puisse s'exprimer le plus précisément possible. Direction le 0826 300 300. Direction, je sais pas si on doit dire les Deux-Sèvres ou les Two-Sèvres. Bonsoir Claudine de Niort. Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. On va dire les Deux-Sèvres, hein, c'est plus simple. Oh oui, nous on dit les Deux-Sèvres, c'est bien. Alors voilà. vous aussi, vous en avez marre de l'anglicisation de tout en France ? Alors, oui, et puis moi je voulais revenir sur ce que disait Céline Pila tout à l'heure, par rapport au fait qu'on manque de philosophes actuels et que tous ceux qu'on avait sont décédés, etc. Et je suis totalement d'accord avec ça. Néanmoins, je voudrais mettre l'accent sur le fait que ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on privilégie les maths au niveau de tout ce qui est lycée, etc. Si je prends par exemple l'exemple de ma fille qui a fait littéraire, qui est maintenant en droit, il y avait sur le lycée 3 classes de maths en seconde terminale pour une classe simplement de littéraire, sachant qu'ils étaient en petit nombre puisqu'ils étaient 26. Donc, si vous voulez, donc ça veut dire que quelque part, on privilégie toutes les grandes études en prenant des gens qui ont fait plutôt maths. Ah oui, mais la sélection pour toutes les écoles d'ingénieurs, médecine, etc., c'est les maths, il n'y a pas de doute là-dessus. Et voilà. Et donc là, c'est quand même un problème parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui pourraient faire littéraire et qui seraient même très bons pour être médecins. Et peut-être que justement, en prenant des gens qui sont littéraires, qui ont fait de la philosophie, qui ont une certaine forme de psychologie quand même en rapport avec cette philosophie, on aurait peut-être des médecins qui seraient moins des mécanos et qui considèrent tout le monde comme des voitures. Alors, je vous coupe, excusez-moi, on en parlait avec Céline Pila, elle était scandalisée, mais c'était avant le début du débat. Aujourd'hui, un médecin français, même un professeur pour être publié, il doit écrire impérativement en anglais. Ça pose problème quand même de devoir écrire en anglais en France, non ? Mais on est complètement d'accord. Alors attendez, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. On a fait notre propre malheur. Très court, Céline Pina, et pour parler de l'éducation, comme on a la DG de SOS Éducation, vous êtes d'accord avec ça qu'aujourd'hui on a fait la part belle aux maths et plus à la littérature ? Alors, avant, même si vous faisiez des études scientifiques, vous deviez faire vos humanités. Oui. Parce qu'on estimait que par le biais des humanités, vous accédiez quelque part à la notion d'intérêt général, à ce qu'il y avait de commun, à ce qui était notre lien, au-delà même d'un lien citoyen, un lien culturel. Cette dimension, elle a disparu. On le voit aussi, par exemple, dans la disparition de ce qu'on appelait la culture générale. Oui. Aujourd'hui, c'est vu comme discriminant. Avant, c'était vu comme un moyen de progresser intellectuellement. Voilà, et d'émancipation. Donc on a un vrai souci, et c'est ce souci-là qu'on retrouve. Ce que je voulais dire, c'est pas qu'on n'avait pas de bons écrivains et de bons philosophes, parce que ce serait faire offense à des gens brillantissimes que nous avons chez nous, mais que nous ne les promouvons plus, et que ces humanités, ce travail-là n'est plus mis en avant dans le rayonnement de la France. Et pour l'éducation, c'est vrai qu'on a privilégié le scientifique au littéraire. Écoutez, malheureusement, les résultats du niveau en mathématiques de la France... le TIMSS et PISA, c'est pas brillant, oui. On est les derniers de tous les classements CDE en mathématiques. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines filières, si vous n'avez pas fait un bac S, c'est cuit. Sauf qu'aujourd'hui, il y a eu un article il y a quelques jours où effectivement les prépas se plaignent, elles vont devoir fermer parce qu'elles n'ont plus d'élèves qui ont fait des mathématiques. Et de toute façon, le niveau de français s'est effondré. Le problème, c'est qu'on ne lit plus les classiques. On a énormément de jeunes qui ne lisent plus les classiques. Ça, c'est vrai aussi. Dernière question, Julien Barret. Le français, je vais être un peu provoque, va-t-il devenir une langue morte ? Ah, c'est la grande question, mais non, la français est une langue vivante. On a répondu tout à l'heure en disant que l'Afrique et la francophonie étaient présentes et en nombre de gens. Je voulais juste dire pour finir qu'on emploie tous des mots américains, on n'a pas tous les mêmes et on n'en a pas tous conscience. Et il y a certains mots qu'on emploie pour lesquels on n'a pas d'autre équivalent que des périphrases un peu poussives. Par exemple, spoiler. Oui. Les Canadiens disent divulgacher au lieu de spoiler, disent balado diffusion au lieu de podcast. Et on n'utilise pas trop leur néologisme. Mais l'Académie française, elle promeut certains termes. Par exemple, elle dit qu'il ne faut pas dire bruncher, mais vous pouvez vérifier, elle dit qu'il faut dire petit déjeuner, déjeuner, grand petit déjeuner ou déjeunette.
Ah oui. Alors, est-ce que vous prenez une déjeunette le matin et est-ce que vous interdisez de bruncher? Excusez-moi, pour moi, une déjeunette, c'était une demi-baguette viennoise. Dans une boulangerie à côté de chez moi, il y a quelques temps, la déjeunette, c'était la demi-baguette viennoise pour le petit déjeuner. Vous voyez le risque d'équivoque que ça produit en plus. Eh bien, écoutez, n'ayons pas d'équivoque. Merci beaucoup, Julien Barret, linguiste, auteur de Tu parles bien la France. Essai sur la langue française d'aujourd'hui aux éditions L'Harmattan. Et l'atelier oratoire, les leçons, l'éloquence de 10 pros de la parole, publié chez First. Verdict sur Twitter. Faut-il en finir avec l'anglicisation de la France? Vous êtes 89,9% à dire oui. Ça vous dirait les vraies voix, le quiz de la présidentielle? Oh mais toujours. Eh bien, écoutez, affûtez les crampons, on y va.